Les projets scientifiques ont participé à notre compréhension de l'univers, à sauver de nombreuses vies, et c'est aussi grâce à cela que vous pouvez regarder cette vidéo. Et pour autant, peu de nous savent ce qu'est réellement la science. Et aujourd'hui, bien que beaucoup pensent que la science et la philosophie ne se mélangent pas, nous allons parler de la philosophie de la science. Et nous allons essayer de répondre à une question, est-ce que la science est objective? Nous allons donc parler de différentes conceptions de la science, des plus communes aux plus rares, car certains considèrent la science comme un chemin vers la vérité et d'autres prennent en compte le facteur humain. Est-il possible d'être objectif alors que les recherches sont menées et financées par des humains? Prenez en compte que je ne peux parler que d'une toute petite partie de ces sujets dans la vidéo. D'ailleurs, si vous voulez m'aider et me soutenir dans mon travail, je vous invite à me faire un don sur Ko-fi si vous êtes généreux, ça m'aiderait énormément. Merci beaucoup. Et sinon, vous pouvez lire Chaton, un petit livre assez rapide à lire, disponible gratuitement sur Wattpad. C'est une réédition, il y a eu énormément de changements comparé à la version qui est sur Amazon, je vous invite donc à lire ou à comparer si ça vous fait envie. Commençons donc avec l'une des positions les plus populaires, la science comme vérité. Souvent, la première réponse à la question « est-ce que la science est vraie ?» est oui, évidemment. Cette position s'appelle le réalisme scientifique. Elle soutient que les théories scientifiques, du moins dans leur partie centrale, sont vraies ou approximativement vraies. Et que les entités qu'elle postule, électrons, champs, trous noirs, etc., existent réellement, indépendamment de nos perceptions ou de nos instruments. En ce sens, si des extraterrestres menaient les mêmes recherches que nous, ils en viendraient au même résultat. Les lois de la nature doivent être universelles, indépendantes de l'interprétation de l'homme. Mais dire que la science est vérité peut vouloir dire plusieurs choses, et là encore, il y a différentes suppositions. La première dit que les théories scientifiques sont vraies au sens littéral. La deuxième, qu'elles sont approximativement vraies. Elles captent des aspects du réel, mais imparfaitement. Et 3, elles sont simplement empiriquement adéquates. En gros, elles réussissent à rendre compte des phénomènes observables sans qu'il soit nécessaire de croire aux entités non observables qu'elles postulent. Ces variations mènent à des positions différentes dans la philosophie de la science. Réalisme scientifique, réalisme structural et empirisme constructif. L'argument central du réalisme est le fameux no miracle argument. Selon eux, il serait miraculeux que la science connaisse un tel succès prédictif et technologique si ces théories ne correspondaient pas, au moins en partie, à la réalité. Autrement dit, leur efficacité est la preuve de leur vérité approximative. Formulée simplement, si les théories scientifiques réfèrent réellement à des entités existantes, elles devraient être empiriquement fructueuses. Or, elles le sont, donc elles sont approximativement vraies. Le réalisme s'appuie donc sur une inférence à la meilleure application. 1. Nos théories scientifiques sont empiriquement et technologiquement très fructueuses. 2. La meilleure explication de cette réussite est qu'elles captent, même imparfaitement, la structure et les entités du monde. 3. Donc, nous avons des raisons épistémiques d'accepter qu'elles sont approximativement vraies. Cette façon de raisonner est séduisante parce qu'elle relie pratique scientifique et justification épistémique. De plus, nos théories semblent s'améliorer avec le temps. De Newton à Einstein, de la chimie classique à la mécanique quantique. Cette progression suggère une convergence vers une vérité propre à la matière. Certains vont jusqu'à dire que si nous effacions toutes nos connaissances et recommencions à zéro, les mêmes théories finiraient par réapparaître, même si cet argument reste contestable, puisqu'il repose sur une abduction, une inférence à la meilleure explication. L'histoire de l'électron illustre bien ce point. Découvert par J.J. Thomson à la fin du XIXe siècle, il a traversé plusieurs révolutions théoriques. Sa nature a été redéfinie, d'abord particules, puis ondes, excitation d'un champ quantique, mais son existence s'est confirmée et ses propriétés de base se sont avérées robustes. Donc un concept scientifique peut évoluer tout en gardant une réalité stable en arrière-plan. Pourtant, même des physiciens comme Schrödinger se sont montrés prudents face à la signification ontologique de leurs théories. Ces équations fonctionnaient remarquablement bien, mais la question de savoir ce qu'elles décrivaient réellement restait ouverte et pouvait devenir problématique. Enfin, il faut noter que le réalisme scientifique n'est pas la seule position. Certains, comme Bas van Fransen, défendent l'empirisme constructif. La science n'a pas vocation à dire le vrai sur les entités visibles, mais seulement à fournir des théories empiriquement adéquates, c'est-à-dire capables de rendre compte de ce que nous observons. D'autres encore soulignent l'induction pessimiste. Tant de théories autrefois triomphantes ont fini abandonnées. Il est donc risqué d'affirmer que nos théories actuelles sont vraies. Le problème de la science. Évidemment, nous avons besoin de repères pour comprendre et interpréter le monde qui nous entoure.
Les théories scientifiques jouent ce rôle et se veulent stables. Elles nous donnent l'impression de détenir des vérités solides sur lesquelles nous pouvons construire nos arguments, nos technologies et notre vision du monde. Mais un problème se pose. L'histoire de la science regorge de théories jadis triomphantes, aujourd'hui considérées comme fausses ou obsolètes. Prenons l'exemple de la mécanique newtonienne. Pendant plus de 2 siècles, elle a fourni une description extrêmement précise du mouvement des corps célestes et des objets terrestres. Pourtant, au XXe siècle, la relativité générale d'Einstein a montré que les équations de Newton étaient une approximation valable à certaines échelles. Ce constat alimente ce que les philosophes appellent la méta-induction pessimiste. Si tant de théories passées pourtant efficaces se sont révélées fausses, pourquoi devrions-nous croire que nos théories actuelles sont vraies ? Cette induction historique affaiblit la confiance dans la validité des théories actuelles. Pour défendre leur position, les réalistes vont répondre à cet argument de différentes façons. D'abord, en distinguant le noyau théorique durable et les aspects révisables, en soulignant le maintien de certaines structures théoriques ou en avançant des critères qui rendent la situation contemporaine différente des cas passés. Selon eux, nos théories actuelles ne détiennent pas la vérité, mais se rapprochent de celle-ci. Autrement dit, elles convergent vers une description plus fidèle de la réalité. Mais cette réponse reste discutable car l'histoire des sciences montre aussi que des théories moins populaires se sont parfois révélées plus proches de la vérité que celles qui étaient dominantes. Prenons l'héliocentrisme de Copernic. Sa proposition, que la Terre tourne autour du Soleil, était conceptuellement plus juste que le système géocentrique de Ptolémée. Pourtant, en matière de précision prédictive, le modèle ptolémaïque, grâce à ses épicycles complexes, offrait de meilleurs résultats que celui de Copernic. Le succès empirique d'une théorie ne coïncide pas avec son rapport à la vérité. Une théorie peut être plus vraie sur le plan conceptuel, mais moins performante dans ses prédictions. Ce constat nourrit donc des positions antiréalistes, notamment l'empirisme constructif défendu par Frassen. Selon lui, la science n'a pas pour vocation de révéler la vérité, mais de présenter des théories empiriquement adéquates. Des modèles qui vont rendre compte de ce que nous observons et qui sont aussi acceptables par le modèle de société. Je cite: « Accepter une théorie ne signifie pas croire à l'existence réelle des entités qu'elle postule, mais simplement de lui reconnaître la capacité d'expliquer les phénomènes observables. » De ce point de vue, la science fonctionne comme une sélection empirique. Les théories survivent tant qu'elles sont capables d'expliquer les phénomènes observables. Puis elles sont remplacées quand elles échouent ou qu'une nouvelle théorie offre une meilleure adéquation. C'est ainsi que la relativité générale a supplanté la mécanique newtonienne, notamment parce qu'elle expliquait des anomalies comme la précession du périphélie de Mercure que Newton ne pouvait résoudre. Ici, ce n'est pas la vérité qui s'impose, mais la capacité à rendre compte de l'expérience. Frassen va plus loin. Pour lui, le réalisme scientifique introduit une dimension presque spirituelle, un pari métaphysique sur une réalité ultime que nous ne pouvons ni observer ni vérifier directement. Or la science, dit-il, doit se concentrer sur l'observable, sur ce qui peut être testé et vérifié. Ainsi, dans une perspective empiriste, la théorie la plus vraie est simplement celle qui s'avère empiriquement plus adéquate qu'une autre. Paradigme et révolution scientifique. Après avoir vu que la science cherche une vérité, ou du moins une certaine adéquation empirique, il faut parler d'un penseur influent du XXe siècle, Thomas Kuhn. Dans la structure des révolutions scientifiques, il a étudié l'histoire des sciences et a proposé une idée, la notion de paradigme. Un paradigme, selon Kuhn, est plus qu'une théorie. C'est un ensemble d'hypothèses, de concepts et de méthodes partagées par une communauté scientifique. Le paradigme définit ce que sont les objets légitimes d'étude, les questions à poser, les méthodes à employer et même les critères de réussite. Par exemple, la définition de planète a changé plusieurs fois au fil des siècles. Dans l'Antiquité, le Soleil et la Lune étaient considérés comme des planètes, car on définissait ce terme par leur mouvement apparent dans le ciel. Aujourd'hui, avec d'autres critères, ni le Soleil ni la Lune n'entrent dans cette catégorie. Cela montre que les paradigmes orientent la perception. Ils encadrent, comme des œillères, le regard scientifique. Comme notre cerveau, lorsqu'on lui demande de se concentrer sur une couleur précise, va faire attention à celle-ci bien plus qu'aux autres. Si je vous demande de vous concentrer sur le blanc de la pièce va vous apparaître. Si je vous demande de vous concentrer sur le noir de la pièce va vous apparaître. Le paradigme agit comme un filtre. Il permet de concentrer l'attention, mais rétrécit aussi le champ de vision. Avant que l'électricité soit bien comprise, il était difficile de progresser.
Les savants n'étaient pas d'accord sur ces fondements. Lorsqu'un paradigme, par exemple celui du fluide électrique, a été adopté, même s'il était faux en soi, il a rendu possible des expériences, des discussions et donc des avancées. De ce point de vue, la science ne progresse pas uniquement par observation objective, mais par engagement collectif dans un cadre théorique. Ce qui ne cadre pas avec le paradigme dominant est considéré comme une anomalie. Parfois, ces anomalies se cumulent et résistent aux applications admises. C'est alors que se produit ce que Kuhn appelle une révolution scientifique. L'ancien paradigme est abandonné, remplacé par un nouveau, qui va redéfinir les objets et les méthodes. C'est ce qui s'est produit quand les problèmes d'électricité et de magnétisme ont mené à une nouvelle synthèse avec les équations de Maxwell. Kuhn insiste donc sur un point délicat. Le choix d'un paradigme n'est ni rationnel, ni objectif. Il implique des facteurs sociaux et psychologiques. C'est ici que rentre en compte le facteur humain. Et puisque ce sont les paradigmes qui gèrent la science et qui dirigent l'attention de ces chercheurs, on peut se demander alors si la science est objective. La fameuse image qui peut être perçue comme un canard ou comme un lapin illustre bien cette idée. Notre perception du monde dépend du cadre interprétatif que nous adoptons. Si je vous dis de voir un lapin, vous ferez attention au lapin. Mais si je vous demande de voir un canard, vous allez voir un canard. De même, les scientifiques n'observent pas la réalité, mais une réalité formatée par le paradigme dans lequel ils travaillent. Cela rejoint ce que la psychologie cognitive appelle la cognition prédictive. Notre cerveau n'enregistre pas passivement des données. Il les interprète en fonction de modèles internes et d'attentes déjà existants. De la même manière, les paradigmes guident les scientifiques à voir certaines choses, à en ignorer d'autres, et à analyser les phénomènes sous un angle particulier. Dans cette perspective, la science n'apparaît plus comme une marche linéaire vers la vérité, mais comme une succession de phases de science normale, où l'on résout des problèmes à l'intérieur d'un paradigme, suivi de révolutions scientifiques, où un paradigme est renversé pour être remplacé. Chaque paradigme peut aider à éclairer une partie du monde, mais jamais l'ensemble. Pour les anciens, l'espace céleste était un domaine parfait, distinct du monde terrestre. Pour Newton, l'espace était absolu, immuable, une sorte de toile de fond universelle. Et pour Einstein, l'espace-temps est courbé, dynamique, lié à la gravitation. Chacune de ces conceptions n'est pas seulement une correction technique, c'est une manière radicalement différente de voir le monde, déterminée par un paradigme. Ce sont des cadres légitimes, à un moment donné, avec leurs forces et leurs faiblesses. Kuhn parle d'incommensurabilité. Il n'existe pas toujours de critères neutres pour dire qu'un paradigme est supérieur à un autre. C'est parfois juste une question de croyance, car ils ne se comparent pas directement. Comme deux langues qui n'ont pas toujours de mots équivalents. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que les termes n'étaient pas trop compliqués. Si jamais vous voulez faire vos recherches par vous-même, vous avez les sources dans la description. Vous avez également le lien de mon site, vous pouvez me contacter sur Instagram, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et si c'est déjà le cas, je vous remercie de tout mon cœur. Merci de m'aider et de continuer à suivre mon contenu. On se retrouve dans une prochaine vidéo, ciao!